la musique, encore et toujours. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste, littérature. Commençons par le reste, la littérature. Alfred de Musset, la coupe et les lèvres. Figure-toi, lecteur, que ton mauvais génie t'a fait prendre ce soir un billet d'opéra. Te voilà devenu parterre ou galerie, et tu ne sais pas trop ce qu'on te chantera. Il se peut qu'on t'amuse, il se peut qu'on t'ennuie, il se peut que l'on pleure à moins que l'on ne rie. Et le terme moyen, c'est que l'on baillera. Qu'importe, c'est la mode, et le temps passera. Mon livre, ami lecteur, t'offre une chance égale. Il te coûte à peu près ce que coûte une salle. Ouvre-le sans colère et lis-le d'un bon œil. Qu'il te déplaise ou non, ferme-le sans rancune. Un spectacle ennuyeux est chose assez commune. Et tu verras le mien sans quitter ton fauteuil. Voici, mon cher ami, ce que je vous dédie. Quelque chose approchant comme une tragédie. Un spectacle en un mot. 4 mains de papier. Je ne fais pas grand cas pour moi de la critique. Toute mouche qu'elle est, c'est rare qu'elle pique. On m'a dit l'an passé que j'imitais Byron. Vous qui me connaissez, vous savez bien que non. Je hais comme la mort l'état de plagiaire. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. C'est bien peu, je le sais, que d'être homme de bien, mais toujours est-il vrai que je n'exhume rien. Je ne me suis pas fait écrivain politique, n'étant pas amoureux de la place publique. D'ailleurs, il n'entre pas dans mes prétentions d'être l'homme du siècle et de ses passions. Que de gens aujourd'hui chantent la liberté, comme ils chantaient les rois, ou l'homme de Brumaire. Que de gens vont se pendre au levier populaire pour relever le Dieu qu'ils avaient souffleté. On peut traiter cela du beau nom de rouerie, dire que c'est le monde et qu'il faut qu'on en rie. C'est peut-être un métier charmant, mais tel qu'il est, si vous le trouvez beau, moi, je le trouve laid. Je n'ai jamais chanté ni la paix ni la guerre. Si mon siècle se trompe, il ne m'importe guère. Tant mieux s'il a raison et tant pis s'il a tort, pourvu qu'on dorme encore au milieu du tapage. C'est tout ce qu'il me faut. Et je ne crains pas l'âge où les opinions deviennent un remords. Vous me demanderez si j'aime la sagesse. Tu aimes la sagesse? Oui, j'aime aussi le tabac fumé. J'estime le Bordeaux, surtout dans sa vieillesse. J'aime tous les vins francs parce qu'ils font aimer. Mais je hais les cafards et la race hypocrite des tartuffes de mœurs, comédiens insolents qui mettent leur vertu en mettant leurs gants blancs. Le diable était bien vieux lorsqu'il se fit ermite. Vous me demanderez si j'aime la richesse. Oui, j'aime aussi parfois la médiocrité et toujours j'aime mieux ma maîtresse. La fortune pour moi n'est que la liberté. Elle a cela de beau de remuer le monde, que dès qu'on la possède, il faut qu'on en réponde. Et que seule elle met à l'air la volonté. Mais je hais les pieds plats, je hais la convoitise. J'aime mieux un joueur qui prend le grand chemin. Je hais le vent doré qui gonfle la sottise. Et dans quelques 100 ans, j'ai bien peur qu'on ne dise que notre siècle d'or fut un siècle d'errance. Vous me demanderez si j'aime quelque chose. Tu aimes quelque chose. Je m'en vais vous répondre à peu près comme Hamlet. Doutez, Ophélia, de tout ce qui vous plaît, de la clarté des cieux, du parfum de la rose. Doutez de la vertu, de la nuit et du jour. Doutez de tout au monde, mais jamais de l'amour. Tournez-vous là, mon cher, comme l'héliotrope qui meurt les yeux fixés sur son astre chéri et préférez à tout, comme le misanthrope, la chanson de Mamie et du bon roi Henri. Doutez, si vous voulez, de l'être qui vous aime, d'une femme ou d'un chien.
mais non de l'amour même. Aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon. Pourvu qu'on ait l'ivresse. Faites-vous de ce monde un songe sans réveil. S'il est vrai que Schiller n'est aimé qu'Amélie, Goethe que Marguerite, et Rousseau que Julie, que la terre leur soit légère, ils ont aimé. Je ne sais trop à quoi tend tout ce bavardage. Je voulais mettre un mot sur la première page à mon très honoré, très honorable ami, monsieur, etc., comme on met aujourd'hui, quand on veut proprement faire une dédicace. Je l'ai faite un peu longue et je m'en aperçois. On va s'imaginer que c'est une préface, moi qui n'en lis jamais, ni vous non plus, je crois. Ce qui est beau dans le monde animal, c'est qu'ils savent, sans se dire, tout et tout, et très loin, à vitesse lumière. Nous, avec la tête pleine de mots, effrayant le mal qu'on se donne pour s'emberlifiquer, empire tout barafouiller, rien saisir. J'ai toujours cherché à savoir comment ils savaient, les animaux. Ils savent, c'est tout. Nous, on se tape la tête dans le mur. On est idiots mathématiques. Alfred de Vigny, La mort du loup. Sur la lune enflammée, comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs, jusque à l'horizon. Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque sous des sapins, pareils à ceux des brandes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires. Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés sur leurs coudes, semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc. Lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant, lui que jamais ici l'on ne vit en défaut, lui que jamais ici l'on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux. Et cachant nos fusils et leur lueur trop blanche, nous allions pas à pas, en écartant les branches. 3 s'arrêtent,
Et moi, cherchant ce qu'il voyait, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quelques formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait, comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient t'essasier, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris. Sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde. Le clouait au gazon tout baigné de son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils, qui tous trois avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles, qui chassent devant lui pour avoir le coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur. Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Jean-Roger Cossimon, mon camarade. C'est bon. Remets ça, remets. Vas-y. Vas-y. Oui. Oui.
Je ne sais plus combien ça fait de mois qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Mais depuis tous deux, on se balade. On prend jamais le vent debout. C'est lui qui pousse et on s'en fout, mon camarade. En avril, tous les prés sont verts. Ils sont tout blancs quand c'est l'hiver. En mars, ils sont en marmelade. Mais il y a pour deux vagabonds un coin d'étable où il fait bon, mon camarade. On se souviendra du Balthazar qu'on a fait un soir par hasard avec un vieux corbeau malade. On a tout mangé, même les os. Mais tu vas roupiller bientôt, mon camarade. Voilà la première étoile qui luit. Les grenouilles, au fin fond de la nuit, en chœur lui font une sérénade. Les grenouilles ont des petits points d'or dans les yeux. Tu le savais? Tu dors, mon camarade? Je me demande certains jours pourquoi nous poursuivons toujours cette éternelle promenade. Oui, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur qu'on avait rêvé, mon camarade. Un jour, on sera tout ébahi. On arrivera dans un pays plein de fleurs, d'oiseaux, de cascades, le jardin d'Emmanuel. On sera reçu à bras ouverts. Il y aura des carillons en l'air, mon camarade. Il y aura une petite blonde pour moi, et puis une petite brune pour toi, qui trouve que les blondes, c'est trop fade. Elles nous trouveront bien à leur goût, et diront, venez donc chez nous, mon camarade. C'est peut-être là, mais oui, mon vieux, c'est peut-être là où, dans les cieux, dame, faudra pas rester en rade. On a tant marché ici-bas, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mon camarade. Mon camarade Jacques Caquipérin, la voix des cordes. Grand camarade, les cordes de la voix Jacques Folle. Non content d'arracher des sons à son crin-crin, monsieur prétend taquiner, que dis-je, courtiser la muse, Jacques Caquipérin, fumée noire, Café crème, petit bistrot, je t'aime. on le redit parce que fumée noire, Café crème, petit bistrot, je t'aime. avec tes airs de prolo et le rimel de ton bar, ton histoire est dans l'air de tous les va-et-vient qui traînent. Ton jukebox crache sa soupe sans ferrer ni verlaine, fumée noire. Café crème, petit bistrot, je t'aime. Tes gueules sont à nu, théâtre sans rideau, vérité quotidienne, et les dernières nouvelles daubées qui traînent n'en peuvent plus de prolonger ma peine. Avec ton verre d'eau, fraîche à boire, sans pastis ni ricard, fumée noire. Café crème, petit bistrot, je t'aime. Jacques Caquipérin. Je crache pas sur Paris. C'est rien chouette, Paris. Mais comme j'ai une âme de poète, tous les dimanches je sors de ma boîte. Et je m'en vais avec ma compagne. Où ça? À la campagne. À Lacan? À la campagne. Nous prenons un train de banlieue qui nous brouette à quelques lieues au vrai pays du petit bleu, car on ne boit pas toujours du champagne. Où ça? À la campagne. À la? À la campagne. Elle met sa robe de la reine blanche. Moi je prends ma bouffarde la plus blanche. J'ai pas de chemise mais je mets des manches. Car il faut bien que l'élégance règne. Où ça? À la campagne. À la campagne? À la campagne, nous arrivons, ouais, c'est sélect, des écailles d'huîtres comme aux Fouquettes, et des cocottes qui vont à pattes. On est vraiment tout comme chez soi. Où ça? À la campagne. À la quoi? À la campagne.
Mais je vois que mon machin vous indiffère. Dites un seul mot, et j'obtempère. Car je ne demande pas mieux que me taire. On va pas se gêner. On n'est pas au bagne. Où ça? À la campagne. À la quoi? À la campagne. Je crache pas sur Paris. Mais c'est bien d'être ici, que tu sois triste ou gai. Qu'aujourd'hui, comme hier, tu confondes les saisons. Que tout aille de travers. Quand ton seul réconfort, c'est pas l'homme, c'est les pierres. Ami, viens donc chez nous retrouver tes repères. Bienvenue dans le département de l'Isère. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci aux organisateurs. Alors, je ne vais pas me tromper. D'abord, la cheville ouvrière, Madame Danielle Lavenir. Madame Danielle Lavenir de la médiathèque. Je n'aurai garde d'oublier Madame Julie Pelé. C'est bien ceci, Madame Julie Pelé. D'un dévouement absolu. Merci. Et puis, Madame qui s'occupe de toute l'intendance, et quel boulot, c'est Madame Rachel Restivo. Madame Rachel Restivo, merci. J'ai réussi mon billet de train en temps et en heure, merci. Et puis, Monsieur Adrien, le maçon. Merci Adrien pour votre accueil. Et puis, bien sûr, l'hôte de ces bois. Quel endroit merveilleux. Quelle organisation impeccable. Merci Emmanuel. Emmanuel Babé, donc jardinier de cet endroit merveilleux. Merci beaucoup. Avec toute l'équipe des jardiniers, bien sûr, on va en reparler. Et nous ne pouvons. Le professeur, je déteste la féminisation des noms de métier. Le professeur, Madame Virginie Roblet, donc professeur de classe littéraire, première littéraire, qui nous a fait la gentillesse, l'honneur de nous accueillir dans sa classe. Et ces magnifiques lycéennes qui vont intervenir bientôt. Merci Madame Virginie Roblet. Alors, si vous voulez bien, cet après-midi, avec Madame Roblet, nous avons écouté les lycéens de la classe qui ont répété devant nous des poèmes qu'ils avaient choisis avec la professeure. Si vous le voulez bien, ils vont dire ces poèmes et puis ensuite Madame Janine Demazière viendra nous lire un texte magnifique. Janine Demazière, voilà. Et puis Emmanuel présentera donc son collaborateur jardinier qui viendra dire un texte, n'est-ce pas? Deux textes. Très bien. Très bien. Bon, donc place à nos lycéens. Bravo. Venez là tous les trois. Venez là tous les trois. Vous pouvez. Non, pas micro, non, la bien travaillé. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà. Alors, vous pouvez peut-être dire vos noms? Charlotte. Ah, plus fort. Et votre nom de famille? Valenty. Charlotte Valenty. Charlotte Valenty. Kenza Bellardi. Kenza Bellardi, c'est ça? Al Mélissa. Al. Mélissa Al. Voilà votre prénom. Ah, d'accord. Al Mélissa. D'accord. Très bien. Donc. Avec Jacques Capuzérin qui va vous accompagner. Oui, et donc Mélissa Anne nous dira un poème qu'elle a écrit, c'est ça, Mélissa, voilà, avec nous. Baudelaire a une passante.
un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté. Fugitive beauté. Fugitive beauté, qui m'a fait soudainement renaître. Ah oui. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop loin, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ronsard. Ronsard. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand de l'aube au point du jour de ses pleurs la rose. La grâce en sa feuille et l'amour se reposent, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battue de pluie ou d'excessive ardeur, elle meurt, languissante, elle meurt, feuille à feuille d'éclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand le ciel et la terre honoraient ta beauté, la part que t'as tuée, et cendre tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Livre, sais-tu que tu es libre? C'est à toi d'écrire ton livre. Mais ces larmes sur toutes ces pages ne doivent pas t'empêcher de vivre. Un sourire sur un visage, ce pourquoi tu vibres. Ni la pluie ni les rivages ne doivent pas t'empêcher de vivre. Tu es libre à ton âge de choisir ton équilibre, mais liberté comme héritage est le chemin que tu dois suivre. Quelques mots pour un hommage à celui qui nous fait vivre, sentir le vent et le courage. Moi, c'est comme ça que je me sens. Je vais vous offrir un petit texte ce soir d'hommage au travail que vous faites ici. C'est un extrait de Pierre Rabhi pour une sobriété heureuse. Il y eut aussi des êtres humains que le discernement éveilla au respect. Ils éduquèrent leur progéniture en leur disant: sachez que la création ne nous appartient pas, mais que nous en sommes les enfants. Gardez-vous de toute arrogance, car les arbres et toutes les créatures sont également enfants de la création. Vivez avec légèreté, sans jamais outrager l'eau, le souffle ou la lumière. Et si vous prélevez de la vie pour votre vie et des gens de la gratitude, lorsque vous immolez un animal, sachez que c'est la vie qui se donne à la vie et que rien ne soit dilapidé de ce don. Sachez établir la mesure de toute chose. Ne faites point de bruit inutile. Ne tuez pas sans nécessité ou par divertissement. Sachez que les arbres et le vent se délectent de la mélodie qu'ensemble ils enfantent, et que l'oiseau porté par le souffle est un messager du ciel autant que de la terre. Soyez très éveillés lorsque le ciel illumine vos sentiers et lorsque la nuit vous rassemble. Ayez confiance en elle, car si vous n'avez ni haine ni ennemi, elle vous conduira sans dommage sur ces pirogues de silence jusqu'aux rives de l'aurore. Que le temps et l'âge ne vous accablent pas,
car il vous prépare à d'autres naissances. Et dans vos jours amoindris, si votre vie fut juste, il naîtra de nouveaux songes heureux pour ensemencer les siècles. Alors j'ai eu beaucoup d'émotions cet après-midi avec l'atelier d'écriture et des très bons cadeaux. On ne va pas... Bon, c'était 2 heures, mais beaucoup de plaisir. On a travaillé autour de musique. Et voilà. Alors, je voulais demander, je crois que c'est Yves qui se charge de lire. Ah, c'est bien. Allez, venez. C'est difficile hein, de lire là. 2 petits textes. Voilà. Ils sont des enfants un peu spontanés du plaisir d'être ensemble. Voilà, ça va pas durer 3 heures. Hein, Suppose que le jardin s'éteigne quand il s'éveille et que je te demande de veiller sur tous ces vers, pour qu'à mon retour, la fête ne soit que plus belle. Suppose que les 7 canetons qui viennent de naître en viennent à perdre leur mère et que je te demande de les prendre sous ton aile. Ne fais pas de manière, chaque être est éternel. Suppose que la terre et le ciel soient l'un terre et l'autre ciel, et que je te demande si l'enfer est au ciel, crois-tu au paradis, même si Exactement. Merci. Je vais reprendre. Suppose que la terre et le ciel soient l'un terre et l'autre ciel, et que je te demande si l'enfer est au ciel, crois-tu au paradis, même s'il est sous terre? Avant de commencer, je voudrais vous dire quelque chose qui est en relation à ce qu'a dit David, et à ce que je veux dire aussi. Ce matin, la journée des poètes, on a découvert dans la basse-cour 7 petits canetons qui sont nés. Voilà. Donc il en a un peu parlé, ben moi aussi, parce que ça nous a bien ému. Voilà. Le jardin futur. Tais-toi, tu l'as dit. Le temps que le potiron sorte de terre, le temps que le gendarme mange la feuille de chou, le temps que met le caneton à éclore, le temps de te dire, vois ce jardin magnifique, le temps que les abeilles, nos filles, récoltent le pollen, le temps qu'elles sortent pour créer un essaim, le temps que les grillons boivent tout l'encrier, le temps de partager ensemble la beauté. Imaginons que ce soit vrai.
Dans la Provence et les montagnes, allant de commune à commune, avec mes mains pour seul outil, j'élève et je maintiens les murs. Les sols en pente, je l'arc-boute pour l'établir en terre ouvrable. Cet art si beau qu'on m'a transmis, c'est d'architecte de la terre. J'ai restanqué tout un village. J'ai restanqué tout un vallon. J'étais compagnon restanquaire. J'étais. Car tout ça c'est perdu. Car tout ça c'est perdu. Parmi les pies et les cigales, avec le mulet qui m'aidait, je mets en ordre la montagne. Je repousse la friche en haut. Sans mes murettes, sans mes terrasses, sans mes restanques, il n'est point de labour. Paysans, après vos journées, vous retournez dans vos maisons, aux maçons, maisons et chapelles. Moi j'avais un autre métier. J'ai restanqué tout un village. J'ai restanqué tout un vallon. J'étais compagnon restanquaire. J'étais. Car tout ça c'est perdu. Boulanger, ta main dans la mienne, à nous deux les plus beaux métiers. Tu vas travaillant ta pâte, je vais appareillant les pierres. Le soleil brûle et les mains gourdes, plus lourdes sont miches de pierre. Si les murs tombent aujourd'hui, peu leur en chaud, point n'est commande. Tous les hameaux sont descendus, les machines vont dans la plaine. Où sont la vigne et les vergers? L'olive reste aux oliviers. Je suis vieux et j'ai la hernie. Ma journée est finie. C'est trop tard pour une autre vie. J'ai restanqué tout un village. J'ai restanqué tout un vallon. J'étais compagnon restanquaire. J'étais. Car tout ça c'est perdu. Le 21 février 1944, le groupe Missak Manouchian est fusillé en face de Paris, au-dessus de Suresnes, au Mont Valérien. Ils étaient arméniens, français, hongrois, italiens, polonais, roumains. Parmi eux, une femme, Olga Bansik. Olga Bansik sera d'abord transférée à Karlsruhe, puis décapitée le 10 mai 1944 à Stuttgart. Louis Aragon, l'affiche rouge.
n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Vous avez la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 à donner leur cœur avant le temps, 23 étrangers, et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Il a été composé, le chant des partisans a été composé par Anna Marly. Anna Marly était son nom de scène. Anna Marly s'appelait Anna Betulinsky. Elle était née à Saint-Pétersbourg.
Elle était la fille d'un général d'ascendance cosaque qui a été fusillé par les bolcheviks. Toute sa vie, elle a incarné la résistance à l'oppression. Elle était la muse des maquisards. Elle est décédée il y a quelques années seulement, quelques années à Palmer, en Alaska. Anna Marie, le chant des partisans. Et pour terminer, si vous voulez bien, la légende de Saint Grelotin. Vous savez que tous les métiers ont un saint patron, hein, n'est-ce pas? Par exemple, le patron des archivistes et des rôtisseurs, c'est Saint Laurent. C'est curieux, ces deux métiers qui n'ont pas grand-chose à voir, mais c'est ainsi. Saint Éloi est le patron des orfèvres, n'est-ce pas? Vous avez Saint Fiacre, le patron des jardiniers, le patron d'Emmanuel. Saint Fiacre, et Saint Fiacre qu'on invoque contre les hémorroïdes. Et par exemple, et on invoque aussi Sainte Apolline contre le mal de dents, n'est-ce pas? Alors pourquoi Saint Grelotin est-il le patron des bûcherons? Eh bien, Paul Fort va nous le dire, la légende de Saint Grelotin. Des saints de tout plumage. Certains furent de hauts barons. Grelotin était bûcheron, mais un bûcheron toujours prêt, entre ciel et terre, au passage, abattant tout, branches, feuillages, génie, ça sans qu'il fût exprès. Et même en son ardeur parfois faisant voler l'un de ses doigts, à tous les chasseurs il montrait, dessous sa bure et sans vergogne, ses longues jambes de cigogne. Grelotin moine et bûcheron, des bûcherons est le patron, et de toujours il est fêté pour ses ruses et malinités. Tu le dis bien. Écoutez ça, majeure histoire, ce sera court donc pas à boire. Un jour d'hiver et de beau froid, à vous geler les plats du roi, or il venait de Rambouillet un vent portant certains fumées, qui, musiqué de corps lointains, sentait de 3 lieues son festin, un jour que chantait Pouille au froid tout le pays, Saint Grelotin, vivante braise incomparable, à qui ne déplaisait bon bois, se trouvait l'hôte d'un érable dont largement autour du fût il ébranchait le superflu. Le vent faisait voler sa bure, on lui dit oiseau de nature. Mais supputant ses hauts destins, ou rêveur humant le festin, voilà qu'il laisse errer sa serve. Elle va, tombe, elle est dans l'herbe. À peu s'en fallut qu'il dîne. Non, le bon saint était trop fier, puis il visait le paradis, enfin cela ne rime guère. Le bon saint ne l'ayant pas dit, se contenta de tirer Dieu, d'exhaler Dieu la bouche bée, mais ce n'était certes volante, miraculeuse ni fée, que l'on put de l'œil apacher pour la faire remonter. Mais honnêtes cerfs et violentes qui tombaient, eux, restaient bien tombés, eux. Ils songeaient donc à redescendre, ne voyant nulle oiselle en vendre, pas même la voleuse pie. Quand tout soudain le voilà pris, qui le mit en vertige étrange, de la folle envie d'un pipi. Va donc pour le pipi, tant pis. La serpe attendra. Écartant l'une de ses jambes, traditionnellement, se semble, il en fit un si dru, si droit, rigide à fouir un trou de rat, si continu, si plein de gloire, enfin l'un des bons de sa vie, preuve qu'il en avait envie. Et si bon qu'il le voulut voir. Miracle, miracle, miracle ou tout au moins curieux spectacle. Grelotin était comme assis, petitement sur son pipi.
Non pas qu'il se pût voir ainsi, mais il voyait à 4 pouces, et jusqu'aux pieds de l'érable, son beau jet glacé dans sa course, victime de ce froid du diable. Vous attendez la fin, je pense. Eh bien, la voici, Jean avide. Ce jet brillant comme une lance, ce fin jet droit, ce jet rigide, spectacle étonnant du superbe. Ce jet n'avait pas chu dans l'herbe, il était tombé sur la terre. Grelotin, cette fois, remercia le bon Dieu. Et bien rigolant sous les cieux, il prit d'une main le glaçon qui tenait à la terre, et zon, il vous remonta celle-ci, tout simplement jusque à lui. Grelotin, moine et bûcheron est le patron, et de toujours il est fêté pour ses ruses et malignité.